it's still the unified world of which it is a projection and manifesting. Cette réalité-là, en fait, n'est qu'une réduction de perception, le résultat d'une perception réduite, très réduite. Et nous avons accès à un champ informationnel lorsque nous sommes dans un état modifié de conscience, à une somme d'informations qui est immensément plus grande et qui permet d'avoir accès à ce qui est prétendument caché. Et d'ailleurs, toutes les religions, toutes les traditions spirituelles parlent d'une autre dimension, elles parlent toutes d'immortalité, elles parlent quasiment toutes d'un breuvage mythique. Que ce soit le zoroastrisme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'amrita dans le bouddhisme, le pharmacon dans le christianisme, le kikéon dans la Grèce antique. En fait, toutes les religions sont parsemées de l'ingestion d'une médecine qui nous permet de voir ce qu'il y a après la vie, ou au-delà de la vie, ou au-delà du réel. Well, there are many ways we can enlarge the sphere of receptivity of our nervous system, brain and nervous system. One way is a natural way of finding again in tune with the world around us, finding ourselves able to wake up and to create a higher level of consciousness in us. We can do this through meditation, we can do this through the artistic experience, we can do spiritual practices of different kinds. Intense prayer leads you the same direction. Eh bien, nous sommes ici, entre guillemets, enfermés dans une certaine strate, dans un certain niveau de conscience, qu'on appelle consensuellement la réalité et qui est définie par les plages de perception de nos cinq sens. Il y a aussi cette manière de voir les choses qui nous pousse à considérer, qui nous propose de considérer que le cerveau est un filtre et non pas l'émetteur du phénomène de la conscience. Donc la conscience n'est pas dans mon cerveau, mais le cerveau serait plutôt dans la conscience. C'est l'idéalisme analytique ou le post-matérialisme. Et de ce fait, on pourrait voir le cerveau comme un récepteur plutôt qu'un émetteur. Et donc il reçoit un champ informationnel infini qu'il réduit un petit peu comme un entonnoir pour en établir finalement une hallucination de la réalité qui est consensuelle, qui est culturellement renforcée. C'est-à-dire que notre réalité change en fonction de notre niveau de conscience. Alors oui, ça pose un problème parce que nous, on a accès à la connaissance d'une façon analytique. Et les chamans se mettent dans un état de conscience modifié. Ce qui laisserait supposer que l'information, elle est accessible dans un état de conscience modifié. La modulation de la perception est un état élargi de conscience. Et on fait tous l'expérience d'état élargi de conscience, sans exception, puisqu'on rêve tous. On pourrait presque dire que le sommeil est un état modifié de conscience et que le rêve, finalement, en tout cas c'est l'expérience que j'en fais, est l'accès à une base de données qui est subconsciente et archétypale. C'est-à-dire qui ne nous appartient pas seulement à nous, mais qui appartient à un champ qui est plus celui de notre culture, voire celui de notre espèce, voire un peu plus large, celui du vivant. Depuis 70 ans, sont apparus toute une série de phénomènes inexpliqués dont on ne peut plus douter aujourd'hui. Je vais les citer. Ce sont les expériences de mort imminente, les expériences de sortie de corps, les perceptions extrasensorielles, les synchronicités, coïncidences étranges, et les états de conscience modifiés. Et tous ces phénomènes ont ceci de particulier que la conscience joue un rôle fondamental. C'est-à-dire que là, autour de nous, nous sommes dans cet environnement-là, entourés de vivants, mais qu'on a tendance à l'objectiver. D'ailleurs, c'est fabuleux parce qu'on appelle ça la nature. Et c'est presque une démarche schizophrénique que de dire la nature, alors que nous sommes partie intégrante de la nature. Et beaucoup de tribus, beaucoup de cultures indigènes ne nomment pas la nature. Il n'y a pas cette objectivation du monde végétal. Et nous, on a tendance à considérer que nous sommes une évolution du monde végétal en passant par l'animal. J'aime bien cette petite idée poétique qui dit que le monde végétal, pour se répandre, a créé les animaux pour aller disséminer les graines un petit peu plus loin, et que peut-être ils ont créé les humains pour disséminer la vie en dehors de la sphère terrestre. Ce qui rejoint un peu la théorie de la panspermie dirigée de Carl Sagan. Mais j'aime beaucoup cette idée que, en fait, nous ne sommes pas l'évolution du monde végétal, mais nous en sommes plutôt l'outil, et voire même les enfants, qui permet à cette conscience prétendument universelle que nous sommes, mais qui est beaucoup plus présente dans le monde végétal, à se répandre. Et le symptôme de cette perte
de lien, de cette perte de spiritualité, de cette perte de contact avec la nature, c'est la direction que nous prenons en tant que civilisation. On se coupe du vivant, on détruit le vivant, donc on se détruit nous-mêmes. Et l'expérience, par exemple, de l'ayahuasca ou de la psilocybine ou d'autres choses comme les cactus à mescaline nous permettent de rétablir un lien que nous avons oublié par la cessation de ces pratiques et l'interdiction de ces pratiques, qui étaient pourtant centrales aux traditions spirituelles et aux religions avant qu'elles deviennent dogmatiques. Bien sûr, bien sûr. Et puis dans les sociétés traditionnelles, on a compris que la vie échange. Et donc, quand on va prendre à la nature, on va lui redonner de l'énergie, de l'information. Il y a des rituels. On doit faire des paiements, ce qui n'a pas été le cas. Si vous regardez la Bible, par exemple, l'homme est au-dessus de la création, il peut prédater les animaux et la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a perdu en sagesse. Je crois que la science nous a donné l'illusion d'être des maîtres, des dieux. Et donc on a perdu en sagesse. Et on retrouve ça dans toutes les traditions. Quelle est la part de connaissance que nous perdons dans l'information et quelle est la part de sagesse que nous perdons dans l'information? C'est ce que disait le poète T.S. Eliot. Donc il y a eu une espèce de dégradation de sagesse. On peut dire, alors c'est toujours difficile pour un représentant de sa propre ethnie, l'Occident, c'est que l'Occident a établi avec la nature une relation paranoïde. Donc je crois que même s'il y a plusieurs intelligences, on a même du mal à définir un consensus sur ce qu'est la notion d'intelligence. On a souvent tendance à complètement oublier l'intelligence du monde végétal ou du monde animal, ou bien tout simplement de la hiérarchiser comme inférieure à la nôtre. Cependant, je crois que l'intelligence, c'est la facilité à laquelle on accède à l'information et à laquelle nous faisons une relation symbiotique avec cette information. Come Max Planck, alla fine dei suoi anni, facendo il bilancio delle sue ricerche, ha detto: io per tutta la vita ho studiato la materia, ma alla fine della mia vita devo dire che la materia non esiste. We are dealing with something that really exists, which we have filtered out, and we can enlarge this filter. We can allow more things to penetrate to us.